plagiat, c'est le seul mot, enfin non, j'en connais deux, mais c'est le premier mot que j'ai appris ici, tellement l'accueil a été chaleureux et enthousiasmant pour moi. Je voulais vous parler aujourd'hui de la place de l'éditeur au sein justement des changements, je n'aime pas trop le mot bouleversement, mais plutôt de changement dans la chaîne éditoriale, c'est-à-dire de l'auteur au lecteur, toutes les mutations qui sont en cours dans l'édition, avec des questions qui se posent. Quelles sont les implications du numérique, pas seulement au niveau commercial, mais dans la politique éditoriale? Qu'est-ce que ça peut influer sur le catalogue? Mais quels sont aussi les futurs rapports avec l'interprofession, avec les bibliothécaires, avec les libraires, etc. Et je voulais vous relater un certain nombre d'expériences qui ont pu avoir lieu en France, et plus spécifiquement chez Actes Sud, ou au sein du laboratoire de l'édition indépendante. L'éditeur, on le présente souvent comme un défricheur, un dénicheur de talents. On parle de passeur, de chasseur de tête, de passeur de culture et d'idées. On parle aussi de l'éditeur comme un commerçant qui exploite les auteurs, qui exploite beaucoup les auteurs, trop les auteurs, plus soucieux souvent de son compte de résultat que de l'empreinte culturelle qu'il va laisser dans le futur. Les deux sont vrais. Selon les maisons, c'est plus ou moins vrai. Certaines maisons penchent d'un côté plutôt d'un autre. Mais on peut constater, quelle que soit la politique éditoriale, quel que soit le mode d'édition, que chez tous les éditeurs, il existe une notion d'investissement, qui est l'investissement dans les succès futurs ou dans le futur du catalogue. Et les motivations premières dans la recherche sont justement cet investissement. L'investissement, il peut être à court terme, si la politique éditoriale consiste à scruter un marché. On parle de politique de la demande, c'est-à-dire on fait du marketing, on regarde ce qu'il va marcher auprès des lecteurs, et on essaye de sortir le livre idéal. Dans ce cas-là, l'investissement est à très court terme. On fait le livre, on le vend, on essaye de le vendre, ça fonctionne, et on passe au livre suivant. On peut avoir une autre manière de concevoir la politique éditoriale, c'est une politique plutôt de l'offre, où là, on va aller chercher plutôt à mettre en avant les idées, des fois singulières des auteurs, avec des livres pas toujours faciles, où on va essayer de promouvoir, construire un catalogue, construire une œuvre aussi, puisqu'un auteur construit une œuvre sur de nombreuses années, des dizaines d'années, donc l'accompagner. Et cette politique donc, de l'offre, évidemment, fonctionne aussi comme un investissement, finalement, puisque chaque livre est une forme de contribution à un système de péréquation où les livres confirmés vont soutenir des œuvres naissantes. Mais quelle que soit la manière dont on envisage ce métier, il y a bien investissement. C'est-à-dire que l'éditeur engage de l'argent dans une activité qui doit être, à plus ou moins long terme, rentable. Il faut qu'il gagne de l'argent pour continuer à faire des livres. Le numérique ne change strictement rien à cela, bien entendu. Peut-être peut même l'accélérer. Une grande partie de cet investissement constitue finalement aussi, souvent ce que l'on voit dans le coût d'un livre, c'est tout ce qui concerne sa matérialisation, l'impression du livre, et puis on pense évidemment aussi aux droits d'auteur. Mais un livre, ce qui coûte le plus cher dans un livre, ce sont tous les frais qui sont des frais fixes, finalement, que l'on vende le livre ou qu'on ne le vende pas, qu'on imprime le livre ou pas, ces frais fixes sont les mêmes. La typographie, le graphisme, la photogravure, mais le travail aussi de correction, le travail éditorial, tout cet ensemble, et puis toutes les fonctions de support dans les maisons d'édition, c'est-à-dire le juridique, etc., etc., tous ces frais sont des frais fixes qui, à un moment ou à un autre, il va falloir amortir. Donc l'équilibre d'une maison d'édition consiste justement à couvrir à la fois ces frais fixes et, bien entendu, couvrir les frais variables. Les frais variables, c'est toujours plus facile, puisque finalement, on ne produit qu'au fur et à mesure que l'on vend. Ceci, c'est le fonctionnement traditionnel d'une maison d'édition. Et une maison d'édition considère que son
sa structure de recherche, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de l'investissement. C'est une recherche, finalement, qui est plutôt une recherche d'équilibre, plutôt qu'une notion de recherche et développement. En réalité, investir dans la recherche et développement, c'est tout à fait autre chose. Même si les produits de cette recherche sont destinés à un moment ou à un autre à accroître la valeur de l'éditeur ou de l'entreprise ou du catalogue, finalement, la finalité n'est pas directement la rentabilité. Le résultat de la recherche n'est pas donc forcément un objet, un livre commercialisable ou un processus directement exploitable sur le marché. Et autant les éditeurs, en France, mais c'est assez vrai dans le reste du monde, autant les éditeurs qui durent sont de très bons investisseurs, parce que justement, ils le montrent, ils durent, qui sont capables de prendre des risques dans des livres parfois assez incertains, mais qui arrivent plus ou moins à équilibrer leur catalogue, autant ils sont de piètres chercheurs. Il y a très peu d'éditeurs qui affichent une réelle volonté d'innovation. Finalement, les éditeurs sont relativement conservateurs dans leur métier. L'argent qui est gagné dans des succès imprévus, une grande partie de l'excitation de ce métier consiste dans justement tous ces livres qu'on n'avait pas prévu de voir émerger, de ces auteurs qui, d'un seul coup, vont se révéler auprès d'un public. Évidemment, quand on a ce type de succès, ces succès imprévus, ça génère de l'argent pour la maison d'édition. Cet argent, il est parfois distribué aux actionnaires, il est parfois réinvesti dans la maison. Il n'est jamais, pratiquement jamais, dédié à une fonction d'innovation, pas directement productive. Jamais. En France, vous ne trouverez aucune maison d'édition qui possède une cellule de recherche et développement, aucune maison d'édition qui possède un laboratoire, au mieux, une division numérique qui est chargée des nouveaux projets. En fait, les gros éditeurs préfèrent alors déléguer, je ne sais pas si on peut mettre des guillemets avec la traduction, cette délégation, c'est plutôt, on va dire qu'on va laisser aux petits éditeurs le travail de recherche le plus périlleux, c'est-à-dire celui qui est trop dangereux peut-être pour le catalogue. On va confier ce travail-là aux petites structures. Et je ne parle pas là seulement du numérique, bien sûr, je parle même plutôt pas du numérique. Ces petites structures légères, peu coûteuses, qui peuvent avoir une très grande visibilité symbolique, mais qui ont en général une très faible présence financière sur le marché, prennent à la place des éditeurs tous les risques, finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils laissent les petits éditeurs dénicher, défricher, propulser les auteurs, découvrir le premier roman, faire ce travail de mise en relation entre un public et un auteur nouveau. Et quand un frémissement s'observe sur le marché, eh bien, il est très facile à un gros éditeur de débaucher ses auteurs, bien entendu. Il suffit de faire un chèque, c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Dans ce cas-là, en plus, le petit éditeur, finalement, en a presque intérêt. La mort dans l'âme, il ne pourra pas bénéficier sûrement de cette manne financière, d'un gros succès, mais en même temps, il devient l'objet d'attention, ça va lui permettre de négocier un petit peu mieux ses droits, ça va lui permettre d'être un peu plus visible sur le marché, et petit à petit, les gros éditeurs font en sorte que les plus petits continuent à exister, parce que finalement, ce sont leurs propres centres de recherche littéraire. Et en ce sens, les gros éditeurs sont particulièrement conservateurs. Ils n'ont aucune raison de mettre en place une division de recherche et développement, et le numérique ne change rien à cela, puisque de toute façon, ils ont l'habitude de confier, là aussi je mets encore des guillemets à confier ce travail à d'autres éditeurs qui prennent tous les risques. Ils agissent donc essentiellement par opportunisme et concentrent leurs actions numériques, quand ils ont des services numériques, dans des sujets qui sont immédiatement utiles. Alors, un sujet immédiatement utile, ça va être, par exemple, comment est-ce qu'on va automatiser un processus de production pour qu'il coûte moins cher entre le papier et le numérique. Ça va être comment est-ce que l'on va travailler à la normalisation des formats, à la gestion des métadonnées, tout ce qui concerne la nomenclature, etc., etc. Comment finalement préparer un marché rationnel, efficace, et comment est-ce qu'on va faire pour contribuer à accélérer les processus permettant de créer ce marché.
Chez ces éditeurs, justement, on voit beaucoup moins des chercheurs, des ergonomes par exemple, qui vont étudier les évolutions cognitives liées à la lecture sur écran. On va trouver très peu de typographes dont la spécialité est de travailler au confort de lecture sur tablette ou sur liseuse. On ne trouvera pas du tout de mise en place de processus artisanaux qui permettent non pas l'uniformisation et la globalisation, qui est gage d'économie d'échelle, bien sûr, mais au contraire à la singularisation de chaque ouvrage. On pense finalement beaucoup plus chez les éditeurs en termes de consommateurs qu'en termes de lecteurs. Ce qui est paradoxal, c'est que pourtant, dans toutes les maisons, les petites comme les moyennes ou les grosses, on voit progressivement que l'espace où on vend des livres s'érode. Il y a de moins en moins de lecteurs. Plus exactement, les lecteurs sont toujours les mêmes. Ils se renouvellent très peu. Ils vieillissent. Ils meurent à la fin, comme une histoire un peu triste. Et un magazine en France culturelle, Télérama, titré il y a quelques semaines, très gros titre, « Le lecteur est-il une espèce menacée ?» Et s'interroger, est-ce que les lecteurs finalement ne seraient pas carrément en voie de disparition? Est-ce que le roman ne serait pas destiné au plaisir d'une petite coterie de lettrés, de gens entre soi? Et est-ce que ça serait une mauvaise passe? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que cette mort est vraiment annoncée? Parce que la baisse de la lecture de livres est régulière et constante, non pas depuis l'arrivée du numérique, mais depuis plus de 35 ans. Toutes les enquêtes de pratiques culturelles, dans tous les ministères, chez tous les chercheurs, qui ont été menées depuis les années 70 en France, montrent une chose. En 1973, environ 30% des Français lisaient plus de 20 livres par an. En 2010, ils ne sont plus que 15%. Et ce désengagement touche tous les âges, sans exception. Les seuls âges où on arrive encore à avoir une certaine constante, c'est l'âge de l'école, jusqu'à la fin du collège à peu près. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, on arrive encore à faire lire les jeunes, et après il y a un trou énorme, tout s'arrête, la lecture s'arrête, et reprend parfois, ou pas, et en ce moment ça serait plutôt ou pas, vers 25, 30 ans. Et contrairement aux idées reçues, et ce qui peut se dire ou lire ici et là, ce phénomène est vraiment une tendance de fond, qui est bien antérieure à l'arrivée du numérique. Ce qui est vrai, c'est que Internet n'a fait qu'accélérer le processus. Mais pas vraiment le livre numérique. Le numérique en soi n'a rien changé par rapport à ça. C'est un peu la raison pour laquelle, quand on entend beaucoup d'éditeurs, mais pas que des éditeurs, on entend aussi beaucoup de bibliothécaires, beaucoup de libraires, beaucoup d'acteurs du livre, se rassurer en écoutant ces lecteurs, justement, leur parler de leur attachement au papier, du capital symbolique du livre. Finalement, on est d'accord là-dessus. Le livre est un plaisir, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais quand on parle de ça en se disant « ouf, le numérique ne va pas m'envahir », on se trompe du tout au tout. Finalement, pour l'éditeur, mais pas que pour l'éditeur, il ne devrait pas tant s'agir de satisfaire un lectorat connu, mais de plus en plus restreint, mais de chercher plutôt à convaincre la part importante de la population qui ne voit plus du tout dans le livre ni un instrument de culture, ni un outil, ni un loisir. En tout cas, cet instrument n'est pas suffisamment séduisant et indispensable pour qu'on puisse non seulement conserver un lectorat important, mais l'augmenter, ce lectorat. On le voit dans toutes les formes d'accès au livre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur la littérature, c'est vrai sur le livre pratique, c'est vrai sur l'encyclopédie, c'est vrai sur même le livre scolaire. Et quand je parle de livre, j'y inclus le livre numérique. Pour moi, une encyclopédie en ligne est un livre. Puisque finalement, les encyclopédies papier, elles sont pratiquement plus jamais consultées.
ça n'a finalement pas changé grand-chose par rapport au nombre de personnes qui consultent une encyclopédie. Il y en a toujours, non pas autant, mais ça baisse toujours aussi régulièrement que dans les autres secteurs. Ce n'est pas le numérique qui a changé ça. Comment donc les éditeurs réagissent-ils par rapport à ça? Est-ce qu'ils investissent dans des structures multimédia ou transmédia, essayant de convaincre d'autres secteurs culturels de s'associer avec eux? Est-ce qu'ils créent des laboratoires? Est-ce qu'ils financent des start-up culturelles? Pas du tout. Ils ne font pas ça du tout. Puisque nous vendons moins d'exemplaires, et le « nous » est volontaire, je fais partie de ce mouvement-là, puisque nous vendons moins d'exemplaires, eh bien, nous avons trouvé une solution. Nous multiplions les titres en alimentant une surproduction qui asphyxie l'espace disponible pour la singularité. On vend moins de livres, c'est pas grave, on va en publier plus, l'un dans l'autre. Bon. Les libraires sont encombrés, à cause de ça, ne peuvent pas tout présenter, bien entendu, et font tourner les livres très vite dans les librairies, c'est-à-dire qu'ils vont rester très peu de temps en rayon. Et finalement, on est très proche d'une édition de produits frais, avec des yaourts, des dates de péremption, un livre qui doit rester 1 semaine sur cette table, 15 jours sur l'autre. Et le rapport de l'édition numérique est finalement exactement dans cette même logique de marché. Soyons présents, mais pas de bouleversement. Profitons, mais ne prenons pas de risques. La manne de la petite marge supplémentaire due aux 5-6% supplémentaires de chiffre d'affaires liés au numérique, prenons-le, en oubliant totalement la baisse régulière de l'édition dans son ensemble, évidemment. Donc finalement, on a de moins en moins de lecteurs, mais tout va bien, on a de plus en plus de livres. Entre 2006 et 2013, la production des nouveaux livres a ainsi augmenté de 33%, un tiers de livres en plus en 5 ans. Et selon l'étude du Syndicat national de l'édition qui a donné ces chiffres, eh bien, ils ont remarqué aussi qu'il y avait une baisse du tirage moyen. Comment peut-on s'étonner de la baisse du tirage moyen de 35% quand on fait 33% de livres en plus? Finalement, on a de plus en plus de titres, mais on ne vend pas plus de volume, d'exemplaires. Et la concurrence, justement, puisque finalement, pourquoi les gens ne lisent pas? C'est-à-dire que quand on leur pose la question, on fait des enquêtes pour ça, on leur demande « Est-ce que vous aimez les livres ?» Oui, les gens aiment les livres. Est-ce que vous lisez des livres? Oui, les gens lisent des livres. Et dans ces enquêtes, 4 personnes sur 10 disent « J'aime les livres, mais j'en lis plus, ou plus beaucoup, ou beaucoup moins. » C'est énorme. Donc la concurrence du livre, elle est dans l'offre disponible pour les loisirs. Le temps disponible, après tout, notre temps de cerveau disponible pour la culture, elle doit se partager entre plein de choses. Les séries, très bonnes séries. Le cinéma, bien sûr, les spectacles. Et puis pour tout ce qui concerne l'acquisition des connaissances, fureter sur Internet, est plutôt un assez bon moyen d'acquérir des connaissances. Mais on a aussi les jeux, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus profonds. Et le plus gros concurrent des best-sellers, en France, Actes Sud vient de publier Millennium. Je ne sais pas si au Brésil, Millennium est très connu, mais c'est un best-seller qui se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. À vrai dire, on espère millions, mais pour l'instant, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Son premier concurrent, ce n'est pas un autre roman policier ou un autre livre. Le premier concurrent, c'est Candy Crunch. Parce que finalement, le temps passé à jouer sur son téléphone prend peut-être un temps qui était auparavant dévolu à la lecture. Quand on se promène dans les métros, et pas seulement que le métro parisien, quand on prend le métro dans différentes villes, on se rappelle qu'il y a quelques années, je dis bien quelques années, pas quelques dizaines d'années, quelques années, on voyait beaucoup de gens lire de la presse et du livre, et des livres.
Maintenant, vous voyez surtout des gens sur leur téléphone portable. Vous voyez plus beaucoup de livres. Très peu. On commence à voir de temps en temps une liseuse, et là, l'éditeur numérique se dit « Ah, il y a quelqu'un qui lit dans le métro sur une liseuse ». Enfin, on ne peut pas dire que ça soit ultra satisfaisant pour la lecture en général. Donc, l'éditeur, s'il ne veut pas être condamné à voir réduire ses parts de marché jusqu'à finalement sa disparition, après tout, c'était un beau métier, mais il n'est plus nécessaire. Mais finalement, il a peut-être quand même intérêt à s'investir dans des nouveaux métiers parallèles et complémentaires. Il ne s'agit pas tant de suivre justement un marché, d'agir avec une démarche marketing et opportuniste en se disant « je vais essayer d'optimiser mon travail commercial », scrutant la demande, mais il doit être capable, au contraire, d'inventer des nouveaux espaces et de nouveaux objets culturels. Je ne suis pas en train de dire les nouveaux livres, c'est vraiment les nouveaux objets culturels, les nouveaux espaces de la culture, et pas seulement, les nouvelles manières de les commercialiser, les financer, les fabriquer. On parlait tout à l'heure des questions juridiques que les bibliothécaires n'arrivent pas à avoir les livres, les catalogues de tous les éditeurs. Je vais me désolidariser de la corporation, vous ne le direz pas trop fort, je trouve ça parfaitement idiot. Évidemment qu'il faut travailler avec les bibliothèques, évidemment qu'il faut fournir le plus possible les livres à la disposition des lecteurs. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des lecteurs. C'est vrai que ça serait bien qu'on arrive à leur vendre des livres, ça c'est un peu notre métier quand même. Mais déjà, si on a des lecteurs, c'est pas mal. Donc, cet éditeur, ce nouveau éditeur, qui doit être nouveau d'ailleurs s'il ne veut pas devenir ancien et passé, ce nouvel éditeur, il devrait fondamentalement retrouver son métier, c'est-à-dire être une force de proposition pour les lecteurs, permettant aux auteurs les plus singuliers, parce que nous n'oublions pas, c'est quand même les auteurs, qui permettent aux éditeurs d'exister. C'est parce que l'éditeur va permettre d'être le passeur entre l'idée singulière, particulière d'un auteur, que le lecteur va pouvoir faire cette rencontre avec cet auteur. Notre travail consiste à ce travail de médiation, de passage, etc., etc. Il faut donc que les auteurs, étant pas des êtres complètement à part de la population, utilisent donc souvent un tout petit peu aussi les outils numériques et ont eux-mêmes de temps en temps des idées assez numériques, finalement. Et quand ils vont voir certains éditeurs en disant « j'aurais une idée, elle est un peu numérique », on leur répond « ah oui, mais non, mais là quand même, fou là là, c'est de l'expérimentation, on va perdre de l'argent avec cette histoire, puis finalement on ne sait pas trop faire, allez voir un petit éditeur ». Donc, chez Actes Sud, je vais prendre un exemple pour vous dire ce qu'on a pu faire pour essayer de travailler contre un peu cette vision un peu conservatrice de l'édition. Chez Actes Sud, la maison où je dirige la production papier et numérique, on a mixé les deux, le démarrage du numérique a été extrêmement tardif. Effectivement, Actes Sud avait, je dis bien avait, c'était du passé, j'espère, il n'y a pas de bois, mais j'espère quand même, avait vraiment cette vision extrêmement conservatrice du numérique dans l'édition. Mais Actes Sud est une maison un peu particulière en France parce qu'elle jouit d'une image de littérature de très grande qualité, avec un catalogue de littérature étrangère et française vaste, plus de 10 000 livres disponibles, avec un soin extrêmement fort apporté à la réalisation des livres, à leur fabrication, au graphisme, à l'idée de collection. Actes Sud est une maison qui jouit d'une très bonne image en France et qui a d'assez beaux succès, je parlais de Millennium tout à l'heure, mais il y en a d'autres, qui lui permet quand même d'être une maison qui est passée en 30 ans de environ, je crois qu'ils ont commencé il y a 30 ans avec 12 personnes, maintenant nous sommes 320. Le chiffre d'affaires était de quelques dizaines de milliers d'euros, enfin de francs, il y a 30 ans, et maintenant le chiffre d'affaires est de 80 millions d'euros.
Il y a eu beaucoup d'éditeurs qui se sont fédérés. Actes Sud a racheté des maisons d'édition. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais finalement, c'est le plus petit des gros éditeurs ou le plus gros des petits, selon le point d'observation où on se situe. Et c'est surtout une maison indépendante, à 100% indépendante, puisque détenue à 100% par ses propriétaires. Quand Actes Sud a décidé de dire oui, mais bon, notre catalogue, qui est un catalogue papier, essentiellement papier, devrait devenir un catalogue numérique, comment on va faire? Que faut-il faire? La première étape, déjà, a été de considérer le livre numérique pas du tout comme un débouché, comme une opportunité supplémentaire de chiffre d'affaires, mais comme un aspect complètement incontournable de la production dans son ensemble. On a revu ainsi de fond en comble tous les processus qui concourent à la réalisation du livre, de l'éditorial à la commercialisation. Quel contrat signer? Se poser vraiment la question des contrats, pas prendre les modèles du contrat du syndicat national de l'édition, se poser réellement la question du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire un contrat où le papier et le numérique sont mixés? Mais quelle diffusion, quelle promotion, quelle nouvelle possibilité de création? Est-ce qu'on a besoin de nouveaux métiers dans la maison? Quelle distribution? Distribuer le livre numérique, ce n'est pas la même chose que distribuer du livre papier. Quelle fabrication? Mais aussi des choses qu'on oublie un peu, c'est-à-dire quelle facturation? Quel contrôle de gestion? C'est pas drôle, le contrôle de gestion, mais c'est important, le contrôle de gestion. On aime bien avoir un certain nombre de chiffres qui nous disent un peu où on en est et où on va. Bref, intégrer cette dimension numérique et un peu, de manière un peu comme on refait une maison pièce par pièce parce qu'on continue à habiter dedans, il ne s'agissait pas de dire eh bien, on va arrêter Actes Sud pendant 2 ans, réfléchir, etc. Non, les travaux continuent, la vie continue pendant les travaux, plus exactement. Donc tout ça a été un petit peu compliqué, on y arrivait, mais on a créé un certain nombre de choses, et la première des choses qu'on a créées immédiatement, c'était un studio de réalisation en interne. Et on a modifié l'intégralité des processus de production. Finalement, le soin que nous portons aux livres papier, on les porte également aux livres numériques. Il n'y a aucun processus automatique. Il y a un travail qui prend en compte le lecteur numérique comme on prend en compte le lecteur sur livre papier. Et les lecteurs sont de plus en plus nombreux à acheter les livres sous cette forme, puisqu'on a certains succès qui dépassent plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus en numérique. Ça a été la première étape. On en était là il y a environ 6 mois. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'on se rend bien compte que ceci n'était que pour rattraper, d'une certaine façon, un peu un retard accumulé sur le fait d'avoir des livres numériques qu'on appelle homothétiques, c'est-à-dire ressemblant quand même beaucoup aux livres papier. Pas une copie, mais il s'agit du même texte et vraiment du même contenu à l'identique. Et puis, comme on a quelques succès littéraires, et donc on peut se permettre de se dire qu'on va choisir nos investissements, le choix qui a été fait n'a pas été justement de distribuer aux actionnaires. Je les remercie ici, même s'ils ne m'entendent pas. Mais il a été décidé de les investir dans l'innovation. Pas par croissance externe, en rachetant telle ou telle entreprise, mais par croissance interne, en travaillant à ce qui changera progressivement la maison dans les années et décennies à venir. Actes Sud est parti sur une volonté de profonde transformation. On sait que nous serons une maison d'édition dans le futur, mais nous ne savons pas encore laquelle. On accepte même l'idée qu'un jour, peut-être, il n'y ait plus de papier. Enfin, c'est surtout moi qui accepte cette idée-là. Tout n'est pas encore complètement... tout le monde n'est pas complètement d'accord encore avec ça. Plusieurs structures ont été mises en place, ou sont en train d'être mises en place. La première, c'est un laboratoire. Un vrai laboratoire, c'est-à-dire des personnes qui sont embauchées pour travailler sur des projets qui ne servent à rien. C'est d'ailleurs comme ça que les appellent les services financiers dans la maison.
ah ouais, les trucs qui servent à rien, mais il faut qu'on fasse des chèques quand même. On a aussi des micro-équipes qui vont travailler à développer des outils très spécifiques, qui sont des outils à venir, qui vont influencer, on va dire ça comme ça, toutes les étapes de tous les services d'une maison d'édition. On cherche à devenir propriétaire de l'ensemble de nos processus, de l'ensemble de nos logiciels. Ça paraît un peu étrange, mais on est en train de redévelopper nos bases de données pour être propriétaire des bases de données. Et c'est même pas seulement propriétaire de nos bases de données, on est en train de constituer des bases de données de l'ensemble de l'édition française. On travaille sur des objets connectés qui vont être disponibles dans les bibliothèques, dans les librairies, etc. Et puis, toutes ces recherches ne se font pas directement par rapport à l'édition numérique. Dans maintenant moins d'une semaine, lundi prochain, on ouvre la première école alternative pour des enfants assez jeunes, c'est-à-dire de 6 à 12 ans. On accueille 30 enfants dans une école alternative, pédagogie différente, dans les locaux de la maison d'édition. Et puis, un autre bâtiment qui a été racheté, un peu en mauvais état, on est en train de construire une très grosse salle de spectacle qui accueillera des spectacles vivants, des expositions, etc. Cette salle fait 3000 mètres carrés, c'est une grande salle. À côté, on a un autre bâtiment plus petit de 600 mètres carrés dans lequel on va créer un Fab Lab dédié à l'édition numérique, à l'édition papier, à l'édition en général, et plus par extension à tous les supports culturels, un Fab Lab culturel, avec des salles dédiées à la fabrication, aux makers, etc. Actes Sud possède déjà un cinéma au sein de la maison d'édition, une librairie au sein de la maison d'édition, et un hammam au sein de la librairie. Tout ça est beaucoup de travail. Je ne peux pas rentrer dans le détail ni dévoiler forcément les projets sur lesquels on travaille, mais on ne sait pas si on va y arriver. Tout ça est malgré tout assez périlleux, mais la volonté est vraiment là. Nous acceptons absolument que le livre qui est vraiment dans notre cœur, c'est-à-dire que le livre, c'est notre ADN. Nous sommes éditeurs depuis 30 ans, le livre fait partie de manière forte de ce qui nous constitue. Mais on accepte de ouvrir les portes et de considérer que le livre a un avenir sans se concentrer sur l'espèce de fardeau poussiéreux d'un passé qu'on essaierait de maintenir à bout de bras. Et puis, parce que, quand même, on n'est pas tout seul chez Actes Sud, on travaille aussi avec les autres éditeurs et avec l'interprofession, et qu'on arrive à travailler donc, avec ces éditeurs, on a mis en place un certain nombre d'outils dont je voudrais un peu vous parler, qui concernent, entre autres, les bibliothèques. Mais le premier outil, la première brique importante, s'appelle Eden Livre, qui est un distributeur numérique pour les éditeurs. Ce distributeur, il est porté par Madrigal. Madrigal, c'est Flammarion plus Gallimard. Le rachat s'est passé il y a quelque temps. La Martinière, autre groupe important, et Actes Sud, le plus petit des trois, qui donne accès à ces éditeurs à un outil de distribution. Distribution du livre numérique, ça veut dire gérer la mise en ligne, le suivi des métadonnées, toutes les statistiques de vente, de commercialisation, etc., mais aussi toute l'adaptation à l'énorme champ technique. Toutes les solutions techniques sont très très différentes pour commercialiser le livre numérique. Donc c'est une plateforme technique, une sorte de logiciel capable de rationaliser et automatiser tout ce qui concerne la vente d'un livre. C'est cette plateforme qui va poser les verrous numériques au moment de l'achat. C'est cette plateforme qui va gérer tous les droits. Est-ce que ce livre peut être vendu à l'étranger? Dans quel pays? Etc., etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a tout un ensemble de services qui est rajouté aussi, pour les services de presse, pour des accords avec des sociétés qui scrutent pour nous Internet, pour voir si on a des livres piratés. Tout un ensemble de services de ce genre
sont au sein de Eden. Et même si c'est un distributeur donc, qui appartient à ces 3 éditeurs, c'est un distributeur qui est ouvert à tous les autres. C'est-à-dire que 3 éditeurs font partie d'Eden, mais Eden distribue au jour d'aujourd'hui 94 éditeurs autres que ceux qui ont porté cet objet-là. Et à travers Eden a été développé quelque chose qui vous concerne encore plus les bibliothèques, qui est de trouver une solution pour distribuer et vendre des livres aux bibliothèques. Ce dispositif s'appelle PNB, Prêt numérique en bibliothèque, qui est rentré en exploitation il y a seulement quelques mois, mais après une phase d'expérimentation d'1 an, expérimentation sur le terrain avec des bibliothèques partenaires et avec des libraires partenaires. Je dis bien des libraires parce que c'est une particularité de PNB et du marché français. Les bibliothécaires achètent leurs livres aux libraires et jamais aux éditeurs. Les éditeurs ne vendent jamais leurs livres en direct aux bibliothécaires. Ils vont toujours passer par un libraire, toujours. Donc ce dispositif qui est, pour ceux qui le connaissent, peuvent travailler avec, le savent imparfait et encore à améliorer, mais au moins c'est un première ébauche, une première tentative de réponse aux besoins des bibliothèques. Je vais vous l'écrire très, très sommairement. L'idée est de se dire, voilà, les libraires doivent être en mesure de présenter les offres de livres numériques des éditeurs aux bibliothécaires. Et donc, il faut un outil pour permettre justement cette interaction entre libraires, collectivités et éditeurs. Système ouvert à tout libraire. Il n'y a pas d'exclusion ou de contrat particulier. Il est ouvert à tous les libraires. Il faut qu'il ait l'opérateur technique, et il est ouvert aussi à toutes les bibliothèques, sans qu'il y ait là aussi de contrat particulier, si ce n'est d'adapter son environnement technique. Et ce dispositif gère tous les échanges standardisés qui conditionnent l'interopérabilité, c'est-à-dire l'assurance que quel que soit le support, quel que soit le document source, le lecteur pourra le lire de manière confortable, pourra le lire déjà et de manière confortable. Nous avons pour ça une institution en France qui agit comme tiers de confiance, qui conserve toutes les données, toutes les modes d'échange, etc., et qui va se charger de garantir aux uns et aux autres que les données circulent et la facturation pourra se faire correctement. Cela permet aux libraires, donc, de présenter les offres numériques des éditeurs aux bibliothécaires. Ça leur permet de répondre aux appels d'offres, puisque les achats se font par appel d'offres la plupart du temps, et de transmettre ces commandes aux plateformes de distribution à travers PNB. Aux éditeurs, ça leur permet de diffuser leur offre de livres numériques aux collectivités, s'appuyer sur les libraires pour commercialiser les livres numériques, et ça permet aux collectivités de commander les livres numériques auprès des libraires de leur choix. Comment ça fonctionne? On a des modalités particulières, puisque ce qui a été choisi, c'est qu'il n'y ait pas d'uniformisation dans les offres commerciales. Le libraire choisit la manière dont il va présenter les catalogues, et l'éditeur fixe, chaque éditeur fixe, ce n'est pas PNB, ce n'est pas le dispositif qui oblige à tous le même fonctionnement, chaque éditeur fixe ses propres règles commerciales. Donc on a un certain nombre de critères modulables, et les critères modulables sont des critères qu'on retrouve par ailleurs, qui est quelle est la durée de mise à disposition de l'offre? C'est-à-dire quand une bibliothèque achète un livre numérique, pendant combien de temps va-t-il pouvoir le mettre à disposition de son public? Ça va de 1 à 5 ans,
1 an, les bibliothèques n'aiment pas beaucoup. 5 ans, ils préfèrent, mais ils ne trouvent pas ça assez. Chez Actes Sud, on est à 3 ans. On s'est dit, on va aller un peu du côté des bibliothécaires. Enfin, quand même, pas trop, il ne faut pas non plus... bon. Le nombre d'emprunts autorisés, après, c'est-à-dire combien de livres, combien de livres peuvent être empruntés à la fois, pardon, pas à la fois, sur l'ensemble de l'offre. Nous avons choisi 50, c'est-à-dire que en achetant un livre numérique, on peut le prêter 50 fois. Si on veut le prêter 51 fois, on rachète ce livre numérique et on peut le prêter encore 49 fois. Le nombre d'utilisateurs simultanés, c'est-à-dire peut-on le prêter, à combien de personnes on peut le prêter à la fois. Ça, c'est une demande très importante des bibliothécaires, puisque c'est vrai que si on a un crédit de 50 emprunts et qu'on autorise 50 emprunts simultanés, s'il s'agit d'un best-seller, bien évidemment, ce crédit sera consommé peut-être trop rapidement pour le budget. Donc, on peut moduler cette partie-là. La durée maximale de l'emprunt, de 1 à 59 jours. Alors, 59 jours parce qu'on utilise pour mesurer le temps d'emprunt, on utilise une DRM chronodégradable. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps choisi, le livre devient illisible. Cette DRM chronodégradable, proposée par Adobe pour l'instant, j'espère qu'on choisira autre chose, mais pour l'instant c'est Adobe, cette DRM ne fonctionne pas au-delà. Pratiquement tous les éditeurs ont choisi d'aller jusqu'à 59 jours, puisque finalement on peut prêter un livre très longtemps. Est-ce qu'on va pouvoir prêter ces livres in situ ou ex situ? Là aussi, certains éditeurs, alors ça c'est pas un... il y en a certains éditeurs qui ne veulent pas qu'on prête les livres en dehors de l'espace de la bibliothèque. Le nombre de terminaux disponibles. Est-ce que la lecture doit se faire en streaming ou pas, c'est-à-dire sans téléchargement? Donc tout un ensemble. Et puis aussi, est-ce qu'on va pouvoir on va pouvoir retourner ce livre plus tôt, c'est-à-dire le retour peut-il se faire avant ces 59 jours? Est-ce que le compteur est incrémenté, etc., etc. Donc vous voyez, ceci, ce sont des dispositifs dédiés aux bibliothèques. Et contrairement peut-être à ce qu'on peut penser quand on parle de conservatisme ou d'innovation, ce dispositif n'est absolument pas un dispositif innovant. C'est un dispositif qui essaye de préserver absolument les forces en présence, les équilibres en présence. Alors il est tout à fait nécessaire, il est indispensable, mais je pense que la relation qui va se passer avec la bibliothèque dans les années à venir va être fort différente. Et nous, éditeurs, on a énormément à gagner, à écouter les bibliothécaires, à comprendre quels sont leurs fonctionnements, leurs demandes, comment évolue leur public, pour que nous, par rapport à nos auteurs, on puisse arriver justement à permettre de proposer toujours un certain nombre de livres, des livres intéressants, importants. Alors je sais que PNB est souvent présenté comme une forme d'innovation. Je pense vraiment que ça ne l'est pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est une forme assez sclérosante. Donc on va aller vers d'autres choses. Et puis ces dispositifs, finalement, ils sont souvent, je vous ai cité Madrigal, Actes Sud et La Martinière, mais j'aurais pu citer Hachette, qui va rentrer dans le dispositif bientôt. J'aurais pu citer Editis, qui sont les deux plus gros groupes français d'édition. Actes Sud, c'est 80 millions d'euros, et Hachette, 2 milliards. Les échelles sont un peu différentes. Mais on oublie dans l'histoire ceux qui sont plutôt en dessous du million d'euros de chiffre d'affaires, qui sont tous les petits éditeurs, qui sont ceux qui nous permettent souvent d'avancer dans le catalogue, dans les catalogues et dans la complexité de nos catalogues. Et on pourrait se dire que de ces petits éditeurs-là, justement, pourrait venir sans aucun problème tout ce qui concerne l'innovation.
pourrait venir la nouvelle édition numérique, pourraient venir les propositions importantes qui vont faire le livre du futur. On se rend compte finalement que pas vraiment. Parce que finalement, les éditeurs de faibles moyens, qui ont de faibles moyens et pas beaucoup de temps, ils ne fonctionnent pas du tout comme les grandes maisons. Ils n'ont pas des services avec des compétences segmentées, avec des services capables de faire telle et telle chose à tel et tel endroit. Non, le petit éditeur, dans une maison, chaque personne exerce des tâches très différentes. On est des fois graphiste, de temps en temps chef de fabrication, obligatoirement coursier, de temps en temps, lecteur bien sûr, correcteur souvent, comptable toujours, webmaster, etc., etc. Alors ça, c'est une très grande force pour l'agilité. Ça maintient les neurones en pleine activité. C'est très bon pour l'expérience, pour l'adaptation au milieu, mais la très grande faiblesse de ce système, c'est l'excellence des compétences. Il est extrêmement difficile de savoir tout faire, mais les éditeurs prétendent qu'ils y arrivent, les petits, qu'ils y arrivent. Mais ce qui est très difficile, et même si certains prétendent savoir le faire, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est très difficile de savoir tout très bien faire. Et donc, dans cette histoire-là, certains éditeurs savent faire plus ou moins certaines choses que d'autres, mais ces petits éditeurs ont presque tous quelque chose en commun, sauf peut-être les très très nouveaux qui arrivent directement avec le numérique. Ce qu'ils ont en commun, c'est que le numérique est souvent la compétence la moins maîtrisée par ces petites maisons, et qu'il leur est vraiment difficile de savoir par où commencer leur formation. Paradoxalement, là où on attendrait que les petites maisons soient plus créatives que les grosses, dans le numérique, finalement, elles peinent drôlement à inventer les modes de lecture du futur. Le fossé digital, quand on parle de fossé digital, on pense souvent au lecteur. Je pense que le fossé digital, il est surtout du côté des éditeurs. Il y a beaucoup de petits éditeurs qui ont des idées, mais qui n'ont absolument pas les compétences ou les moyens de les mettre en avant. Et c'est cette réflexion-là qui a consisté, il y a maintenant, c'était en 2011, à créer un laboratoire directement destiné à ces petits éditeurs. Ce laboratoire, il est porté par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. L'Alliance internationale des éditeurs indépendants rassemble environ 400 éditeurs de 45 pays. Certains éditeurs brésiliens font partie de l'Alliance et la Libre est membre sur l'ensemble, pas pour tous les éditeurs, mais, enfin pas chaque éditeur, mais l'ensemble de l'association est membre de l'Alliance. Donc tous les membres de la Libre peuvent faire appel au laboratoire. Et ce laboratoire, il a été lancé pour justement accompagner les éditeurs dans leur expérimentation et dans leur questionnement sur le numérique, en essayant de proposer des solutions adaptées à leurs besoins, c'est-à-dire pas forcément des solutions de marché, et respectueuses des écosystèmes locaux. 45 pays, c'est 45 réalités très, très, très différentes de ce qu'est l'édition. Il s'articule ainsi autour de 3 axes principaux, ce laboratoire. Première des choses, c'est la mise à disposition d'un ensemble d'outils et de ressources à destination des professionnels. Très important d'avoir de la ressource. Le deuxième axe important, c'est des études, des outils de réflexion sur l'édition numérique à partir d'initiatives innovantes. Il y a, par exemple, disponible sur le site du laboratoire, l'étude sur l'édition numérique dans les pays en voie de développement, conduite par Octavio Coulèche, qui a recensé toutes les innovations possibles dans tous les pays dits du Sud. Étude très intéressante. Et puis, autre chose, un tutorat individualisé qui est proposé aux éditeurs qui sont membres de l'Alliance. C'est-à-dire qu'un éditeur a une question numérique, a un problème numérique, a une idée numérique, peut la soumettre, et on a un certain nombre d'experts à répondre, plus ou moins vite, plus ou moins rapidement, mais on répond. Et on essaye de constituer un certain nombre d'outils. Un outil, par exemple, on s'est rendu compte, à l'occasion de ce tutorat individualisé, on s'est rendu compte que certains éditeurs, même un nombre non négligeable d'éditeurs, avaient des sites Internet plutôt mal fichus, quand ils en avaient, et très peu sécurisés, très peu sécurisés. Et ces sites très peu sécurisés
était l'attaque de cyber-activistes qui se servaient de leur site pour divulguer d'autres idées. Quand ces sites étaient attaqués, ces éditeurs totalement désemparés ne savaient évidemment pas du tout s'en sortir. Ce que l'on a fait, après avoir passé quand même beaucoup de temps à réparer à chaque fois les différents sites, c'est qu'on a proposé aux éditeurs une sorte de gabarit web clé en main qui fonctionne sur un CRM, un logiciel de constitution de site qui est WordPress, que beaucoup connaissent, qui est un gabarit web qui va permettre à l'éditeur de, évidemment, il faut qu'il travaille, mais il faut qu'il travaille sur son contenu, la partie technique est réalisée, va pouvoir mettre en avant sa maison, va pouvoir choisir tout un ensemble d'éléments caractéristiques de sa maison. Il ne s'agit pas d'un site commun, il s'agit d'un gabarit exploitable et modifiable par l'éditeur. Et ce gabarit a été mis à la disposition de tous les éditeurs membres de l'Alliance, mais comme il est au plus en open source et sous une licence GPL, disponible en réalité pour n'importe qui voudrait un gabarit WordPress adapté au monde du livre. Les petits éditeurs qui s'intéressent, vous pouvez y aller, c'est parfaitement libre, gratuit, et on peut même vous aider, même si vous n'êtes pas membre du laboratoire. Et puis, un certain nombre d'actions de plaidoyer aussi, importantes au sein de l'Alliance, pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors, je vais là aussi aller très très vite, mais à destination des éditeurs indépendants, on demande que chaque éditeur s'investisse dans le champ du numérique, apprenne un certain nombre d'éléments techniques de base, on va les aider pour la suite, mais en tout cas de retrouver leur indépendance de fabrication, de ne pas signer avec des plateformes qui leur promettent monts et merveilles, mais qui les rendent totalement dépendants de solutions techniques qui sont tout à fait inefficaces pour eux. On demande aussi à ce qu'ils influencent ou qu'ils parlent des pratiques de lecture numérique, qu'ils aillent faire des démonstrations dans les écoles, qu'ils aillent voir les bibliothèques, etc. On travaille aussi contre le piratage, non pas en leur apprenant à mettre des DRM, mais en leur apprenant à s'en passer, en essayant d'établir un pacte de confiance entre lecteurs et éditeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les DRM s'enlèvent tellement facilement que c'est peut-être pas totalement la peine de les poser et de les payer surtout. Par ailleurs, la meilleure lutte que l'on peut faire contre le piratage, c'est la facilitation de l'achat. Apple n'a pas de problème de piratage, tellement c'est facile de l'acheter. Amazon n'a pas de problème de piratage, tellement c'est facile de l'acheter. Bref, tout un ensemble d'actions de plaidoyer ainsi, qui va nous permettre de dire que l'édition numérique peut aussi faire partie de la petite édition et que beaucoup d'expériences peuvent être faites, beaucoup d'éléments peuvent se conjuguer les uns avec les autres, et que le vrai problème du livre n'est pas vraiment un problème numérique, et je conclus là-dessus. Le vrai problème du livre, c'est qu'il perd progressivement son rôle de passeur de la culture. C'est plus le seul objet pour l'éducation et l'apprentissage. Nous devons donc agir par rapport à ça, non pas comme dans un esprit de résistance, mais vraiment dans un esprit de conquête. Et si les éditeurs n'agissent pas, ils sont réellement condamnés à disparaître lentement. Et agir, c'est construire le socle qui permet d'exercer son rôle premier, celui de passeur d'idées, diffuseur de la culture. Et en réalité, que le livre soit papier ou numérique, dans l'histoire, est parfaitement accessoire. Je vous remercie. Obrigado, c'est le deuxième mot que je connais.